Je m'appelle Thierry, j'ai 35 ans. Consultant en informatique, je passais la plupart de mon temps devant des écrans entourés de claviers et de cafés tièdes. Aujourd'hui, c'est du sable humide que je sens sous moi. Mon corps entier me fait souffrir. Chaque muscle hurle, chaque mouvement est une torture. Mon crâne bat comme un tambour, un rappel constant du choc que j'ai subi. Je réalise soudain, mon avion, il s'est écrasé. J'étais agrippé à un morceau de débris battu par les vagues. Pendant des heures, ou peut-être des jours, je me suis laissé porter, luttant contre le froid et l'épuisement. Et maintenant, une plage déserte, une jungle effrayante devant moi et le silence. Pas un bruit d'oiseau, pas une trace humaine. Mon téléphone est hors service. Pas d'outils, pas d'espoir immédiat. Je suis seul et la réalité me frappe comme une gifle. Si je veux survivre, tout repose sur moi. Tout est allé si vite. Je me souviens encore de l'excitation avant de monter dans cet avion. Un rendez-vous crucial m'attendait à destination. Un contrat qui devait changer ma vie. J'avais passé des nuits à peaufiner mes présentations, convaincu que ce projet ouvrirait de nouvelles opportunités. C'était censé être un vol simple, une formalité. Mais alors que je relisais mes notes, tout a basculé. Une explosion, un bruit sourd qui m'a glacé le sang. Les masques à oxygène sont tombés comme des serpents de plastique. Les cris. Les visages terrifiés autour de moi sont gravés dans ma mémoire. Je revois cette femme, 2 rangées devant moi, agrippant son enfant avec désespoir. Je ne sais pas comment j'ai survécu, mais j'ai survécu. Et maintenant, tout ce stress, toute cette ambition semble dérisoire face à l'immensité de la mer qui m'entoure. Ma mère, elle m'avait prévenu « Thierry, tu voyages trop, un jour tu vas te perdre ». Elle avait raison, comme toujours. Je me demande si elle sait que je suis porté disparu. A-t-elle déjà reçu un appel de la compagnie aérienne ? Est-elle devant sa télé, guettant les nouvelles, ou bien assise près du téléphone, espérant un miracle? Une culpabilité sourde monte en moi. J'aurais dû être plus présent pour elle. Elle a perdu mon père il y a 10 ans et depuis, je suis devenu sa seule famille proche. Et maintenant, je suis ici, seul, sur une île inconnue, incapable de lui donner la moindre certitude. Si je m'en sors, je lui promets de changer. Mais pour cela, il faut d'abord que je m'en sorte. L'eau, la nourriture, je n'ai rien. Mon ventre gronde, vide depuis trop longtemps. Mes lèvres sont déjà gercées par le sel, ma gorge me brûle à chaque inspiration. Devant moi, une jungle épaisse, menaçante. Les arbres s'entrelacent comme pour former une muraille infranchissable. Mais je n'ai pas le choix. Rester sur cette plage, c'est mourir de faim et de soif. Avancer, c'est risquer de ne jamais revenir. J'essaie de peser mes options, mais la réalité est cruelle. Il n'y a pas d'option. Je prends une grande inspiration, une tentative maladroite pour étouffer ma peur. Puis je fais un pas, puis un autre. Un pas après l'autre, c'est tout ce que je peux faire. Je scrute l'horizon, espérant un miracle. Rien. Pas une voile, pas un avion. Le silence est assourdissant. Le monde semble m'avoir oublié. Une partie de moi veut céder à la panique, hurler, pleurer, m'effondrer. Mais une petite voix en moi répète « Tu dois avancer, tu peux le faire ». Cette étincelle de courage, aussi infime soit-elle, suffit à m'éloigner du sable. Je me dis que si je m'arrête maintenant, je mourrai ici, oublié de tous. Mais si je continue, peut-être, juste peut-être, j'aurai une chance. Je me force à respirer lentement, à calmer les battements frénétiques de mon cœur. Chaque pas est une victoire sur ma peur. Les souvenirs me hantent. Je revois ma mère, son regard inquiet la dernière fois que je suis parti. « Prends soin de toi, Thierry », avait-elle dit, avec cette douceur inquiète qui lui est propre. Ironique, non? Aujourd'hui, je n'ai plus que moi pour prendre soin de moi. Et si je m'en sors, je lui promets, plus jamais je ne partirai si loin. Je murmure presque pour moi-même. Si je survis, je te le promets, maman, je resterai près de toi. Ces mots m'arrachent un pincement au cœur, mais ils allument aussi une flamme en moi, une raison de tenir. Mon grand-père était marin. Je revois son visage buriné par le soleil et les années en mer. Il avait cette voix grave, posée, qui inspirait respect et confiance. Quand j'étais enfant, il m'avait appris à lire les étoiles, à nouer des cordes et à pêcher avec des outils rudimentaires. Un homme qui sait se débrouiller peut survivre n'importe où, disait-il. Je n'avais jamais pris ces leçons au sérieux. Mais aujourd'hui, elles me reviennent comme un écho désespéré. Ces fragments de souvenirs pourraient bien être tout ce que j'ai pour m'en sortir. Je m'imagine son regard réprobateur s'il me voyait ici, incapable de trouver de l'eau ou de me protéger. « Thierry, tu peux faire mieux », je l'entends murmurer. Je ne peux pas rester sur cette plage. Le sable brûlant en plein soleil et les marées montantes ne m'offrent aucun répit. Je décide de m'aventurer dans la jungle. Peut-être y trouverai-je de l'eau douce, un abri. Mais je ne pars pas les mains vides. Près d'un débris d'avion échoué, je trouve un morceau de métal tranchant, éventré comme une dent cassée. Mon premier outil, mon premier espoir. Je décortique rapidement ce que je porte sur moi. Mon briquet,
trempé mais peut-être réparable, un bout de tissu déchiré en guise de bandage et ma montre, inutilisable. Avec ce maigre arsenal, je me mets en route, chaque pas m'éloignant un peu plus de la sécurité relative de la plage. Avant de quitter la plage, je prends quelques précautions. Ma veste, encore humide, est étendue sur un rocher pour sécher. Je vérifie mes égratignures. Pas de blessures graves, mais mon bras gauche est contusionné. Et chaque mouvement me rappelle que je ne suis pas invincible. Je serre mon métal tranchant comme un talisman, priant qu'il suffise à me protéger contre les dangers à venir. Je fixe la jungle devant moi. Dense, sombre, intimidante. Mais elle pourrait aussi contenir ce dont j'ai besoin pour survivre. Je prends une grande inspiration. Il est temps. En écartant des feuillages, à l'entrée de la jungle, un bruit me fait sursauter. C'est un gémissement, faible mais humain. Mon cœur s'emballe. Je me précipite et tombe sur Marc, un passager que je reconnais vaguement. Son visage est livide, sa jambe droite ensanglantée. Il a manifestement tenté de ramper hors des débris, mais ses forces l'ont abandonné. Il lève des yeux vers moi, le soulagement mélangé à la douleur. « Aidez-moi » murmure-t-il. À cet instant, je réalise que je ne suis plus seul. Cela me rassure autant que cela m'inquiète. Nous sommes deux à devoir survivre, mais ces blessures risquent de ralentir notre progression. Alors que j'aide Marc à se relever, un sifflement strident retentit à nos pieds. Un serpent, ses crocs découverts, surgit des hautes herbes. Mon cœur manque un battement. Instinctivement, je brandis mon métal tranchant et frappe l'air devant moi pour l'effrayer. Le reptile recule mais reste menaçant. Je frappe encore, cette fois contre un rocher, produisant un bruit sec. Cela suffit à le faire fuir. Marc se blême, son souffle saccadé. On a eu chaud, dis-je, plus pour me convaincre que pour lui. Ce moment me rappelle brutalement que l'île ne pardonne pas. Alors que nous reprenons notre marche, Marc commence à parler. Sa voix est faible, mais ses paroles me troublent. « Je travaillais pour la compagnie aérienne, dit-il. Il y avait un colis à bord. Quelque chose de confidentiel. Ils m'ont dit que c'était important, mais je n'ai jamais su quoi. Un frisson me parcourt. Et si ce colis était la cause du crash ? L'idée qu'un secret puisse avoir mené à cette tragédie me laisse un goût amer dans la bouche. Je ne dis rien, mais je sens mon regard changer. L'île semble moins vide, moins neutre. Une menace invisible pourrait planer sur nous. La paranoïa s'installe. Je scrute les ombres entre les arbres à l'affût du moindre mouvement. L'idée que quelqu'un puisse chercher ce colis me hante. Et s'ils sont armés ? Et s'ils sont déjà ici quelque part ? Je propose à Marc que nous cherchions un endroit plus discret pour nous reposer. La plage est trop exposée et la jungle, bien que menaçante, offre des cachettes potentielles. Il acquiesce, même si sa douleur est évidente. Après ce que Marc m'a confié sur le colis à bord de l'avion, tout semble différent. Je regarde la jungle autour de nous, qui paraissait déjà menaçante, et je commence à me demander si nous sommes vraiment seuls ici. L'idée qu'il puisse y avoir des gens à la recherche de ce colis, peut-être armés, peut-être dangereux, m'obsède. Je m'arrête, essoufflé, et regarde Marc, dont le visage est crispé par la douleur. « On doit changer de plan », dis-je. « Chercher un point d'eau reste une priorité, mais on ne peut pas rester exposé. On doit se trouver un endroit sécurisé, caché, où on pourrait nous retrancher si nécessaire. » Marc acquiesce lentement. « Tu crois qu'il y a quelqu'un sur l'île ?» demande-t-il, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je n'ai pas de réponse, mais mon instinct me pousse à agir comme si c'était le cas. Nous choisissons de nous éloigner de la plage et d'aller plus en profondeur dans la jungle. C'est risqué. Nous ne connaissons rien de cet environnement, mais rester immobile, à la merci d'éventuels prédateurs ou intrus, semble être une option encore pire. Chaque pas que nous faisons dans cette végétation dense est un rappel que chaque décision ici peut être une question de vie ou de mort. Nous devons trouver un abri, et vite. Durant la marche, Marc commence à parler davantage. Il me raconte sa vie avant le crash, ses enfants qu'il n'a pas vus depuis des mois, ses projets de retraite qu'il n'avait jamais pris au sérieux. Ses paroles sont entrecoupées de grimaces de douleur, mais il continue, comme si se confier était une manière de garder espoir. Je me surprends à lui répondre, à partager mes propres réflexions. Je parle de ma mère, de mes regrets, des choses que j'aurais voulu lui dire avant de partir. À travers cette épreuve, une camaraderie naît. Nous sommes deux étrangers forcés de compter l'un sur l'autre, mais cela suffit pour créer un lien fragile. Le paysage devant moi s'efface soudain, remplacé par des flashs de l'avion en feu. Je revois les visages des passagers, leurs cris. Je sens à nouveau l'odeur du carburant brûlé, la chaleur suffocante. Mes jambes flanchent. Marc me secoue doucement, ramenant ma conscience au présent. « Tu es encore vivant », dit-il simplement. Ces mots me frappent. Oui, je suis vivant. Chaque pas que je fais ici est une victoire sur ce traumatisme. Mais l'image de ces visages disparus reste gravée en moi, un rappel de ceux que je n'ai pas pu sauver. En longeant une pente rocheuse, nous entendons un bruit d'eau. Une cascade se révèle à travers les arbres, majestueuse et imposante. Le spectacle est à la fois beau et effrayant. Nous décidons de nous en approcher pour récupérer de l'eau potable. Mais des grognements sourds se font entendre. Je m'immobilise. Marc, derrière moi, murmure
Un fauve? Mon corps entier se tend. Nous devons faire un choix. Fuir ou rester immobile. Je serre mon métal tranchant, prêt à tout. Un jaguar surgit des fourrés, ses yeux jaunes fixés sur nous. Son grognement fait vibrer l'air autour. Je hurle pour le distraire, agitant mon arme improvisée. Marc, incapable de courir, se met à genoux, cherchant à se faire le plus petit possible. Le jaguar bondit, mais je frappe en avant avec mon métal. Le choc est suffisant pour le dérouter. Il recule, grogne une dernière fois, puis disparaît dans la jungle. Je m'effondre, tremblant, le souffle court. Nous sommes encore en vie. Juste. Nous atteignons la cascade, l'esprit encore secoué par la confrontation. L'eau froide sur mon visage est un soulagement inédit. Marc, malgré sa douleur, parvient à remplir une bouteille improvisée avec un morceau de plastique trouvé dans les débris. Nous nous installons près d'une paroi rocheuse, suffisamment éloignée pour être à l'abri des regards. Pour la première fois depuis le crash, je ressens une lueur d'espoir. Nous avons un point d'eau et un abri temporaire. Assis près du feu que j'ai réussi à allumer avec mon briquet réparé, je regarde Marc. Malgré tout, il sourit, reconnaissant d'être en vie. Je réalise alors que je ne suis plus le même homme. Le Thierry qui avait peur de se salir les mains dans une vie trop confortable n'existe plus. J'ai affronté ma peur. J'ai combattu pour survivre. Et même s'il y a hier, même si l'avenir reste incertain, je sais que je peux tenir. Marc mentionne à nouveau le fameux colis. Si on le trouve, dit-il, peut-être que ça pourrait nous aider à être secourus. Cette idée, bien que risquée, commence à germer dans mon esprit. Si le colis attire l'attention de la compagnie ou des autorités, nous avons une chance d'être repérés. Nous décidons de retourner à la carcasse principale de l'avion une fois que Marc sera en état de marcher plus longtemps. Pour l'instant, nous devons récupérer nos forces. Nos journées s'organisent. Nous buvons à la cascade, mangeons des fruits trouvés dans les environs. Je perfectionne un système de filtration rudimentaire pour rendre l'océan plus propre. Marc, bien que diminué, m'aide à renforcer notre abri avec des branches et des feuilles. La routine est loin d'être facile, mais elle apporte un semblant de stabilité. Chaque jour est une bataille, mais nous avons appris à nous adapter. Un matin, un bruit lointain attire mon attention, un avion. Je me précipite hurlant, agitant un morceau de tissu enflammé pour attirer l'attention. Marc, derrière moi, fait de même avec une branche. L'avion semble passer trop loin, mais une étincelle d'espoir s'allume. Peut-être que nous ne sommes pas aussi seuls que nous le pensions. En écrivant ces mots sur un morceau de papier récupéré parmi les débris, je mesure l'ampleur de notre épreuve. Nous avons survécu, j'écris. Nous avons combattu la peur, la faim et même les dangers de cette île. Et nous continuerons de lutter tant qu'il le faudra. Chaque mot gravé sur cette feuille témoigne de notre détermination à ne pas céder. Marc, allongé non loin de moi, esquisse un sourire. Son visage est marqué par l'épuisement, mais dans ses yeux brille une étincelle d'espoir. Nous savons que notre survie dépend désormais de notre résilience et de notre capacité à croire que l'aide arrivera. Cela fait 2 mois que nous avons établi notre camp près de la cascade. Les jours se confondent, rythmés par la recherche de nourriture, l'amélioration de notre abri et les espoirs fragiles de repérage. Marc a récupéré en partie, même s'il boite encore. Nous avons fini par localiser le fameux colis dans la carcasse de l'avion, un dispositif de balise GPS que nous avons réussi à bricoler pour émettre un signal de détresse. Un matin, alors que le soleil perce à travers la canopée, un bruit lointain retentit. Cette fois, ce n'est pas une hallucination. Un avion de reconnaissance vole au-dessus de nous. Marc et moi nous précipitons hors de l'abri, agitant désespérément des branches et des morceaux de tissu pour attirer l'attention. Le temps semble suspendu. Puis, un miracle. L'avion amorce un virage et descend en altitude. Une fumée colorée est larguée, marquant notre position. Les larmes coulent sur mon visage. Nous sommes sauvés. Quelques heures plus tard, une équipe de secours arrive en hélicoptère. Alors que nous quittons l'île, je regarde une dernière fois cette jungle qui a été notre enfer, mais aussi notre enseignante. J'ai survécu et je ne serai plus jamais le même homme.